Eh bien, bonjour à toutes et tous. Si vous êtes là pour le webinaire Travail social et si on en parlait sur la question l'enfant, une personne accompagnée à part entière, vous êtes au bon endroit. On va laisser encore 1 ou 2 minutes pour que les derniers en train de se connecter puissent être connectés dans les bonnes conditions pour qu'on puisse démarrer. Voilà, on va commencer vers 3-4. Je vois qu'on est déjà une bonne quarantaine. On va laisser encore un petit peu d'espace au dernier. Mais en tout cas, bienvenue à toutes et tous. Moi, je suis Adrien Brégère, je suis chargé de mission Travail social et participation à la Fédération. Je serai accompagné à l'animation de Maëlena, qui, elle, travaille sur les questions enfance, famille et réfugiés migrants au siège de la FAS avec moi. Et on sera très heureux de vous présenter les différentes interventions sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. On va laisser encore 1 minute ou 2 que les derniers puissent bien se connecter. Bon, je vois qu'au niveau du nombre de connectés, c'est assez stable. Donc, je vous propose qu'on commence parce qu'on a un vrai petit programme devant nous. On a un temps d'1 heure et demie pour pouvoir à la fois avoir des présentations de pratiques qui vont venir illustrer voilà, qui vont venir mettre en avant des manières particulières de donner une place à l'enfant dans les pratiques d'intervention sociale. Mais voilà, avant qu'on rentre là-dedans, je vais vous présenter un petit peu pourquoi et comment on en arrive à ce webinaire-là. Mais voilà, c'est un peu une expérimentation pour nous. Donc, merci beaucoup de prendre part à cette première version des webinaires Travail social et si on en parlait. C'est une initiative qu'on porte à la FAS pour justement tenter de créer des espaces d'expression aussi pour les professionnels, pour essayer de faire ressortir un peu ce qu'on voit poindre comme sujet, comme réflexion, comme questionnement chez les professionnels de terrain. Donc, on essaiera de vous proposer au fil de l'année, assez régulièrement, ce type de format-là pour avoir une forme d'expression assez directe sur, voilà, sur des problématiques et des sujets qu'on rencontre voilà, dans les associations, dans les associations qui font soit de l'hébergement, qui sont une partie importante du secteur d'activité des adhérents à la fédération, soit des associations qui vont être aussi sur des activités d'accompagnement. Donc, ces webinaires, je vous le disais, ils ont pour but à la fois de mettre en avant des pratiques, on va dire, inspirantes, qui viennent nous donner des idées un peu sur comment est-ce qu'on peut adapter nos pratiques professionnelles. Alors, le but, c'est d'encourager une forme de partage et d'échange de pratiques. Donc, on vous mettra aussi un peu à contribution et vous aurez la possibilité, via le chat, de poser des questions et si éventuellement de prendre quelques lignes de texte pour nous parler un petit peu de votre pratique à vous. On est un petit peu trop nombreux, effectivement, pour permettre à chacun de s'exprimer directement. Mais par contre, vous avez la possibilité de prendre dans la partie chat, de vous exprimer sur quelques lignes pour nous faire part un peu de, pour vous, comment est-ce que ces enjeux, ces difficultés, ces leviers éventuels qu'on identifie aujourd'hui, ils peuvent être mis en œuvre ou ils sont vécus aujourd'hui dans vos équipes et dans les espaces d'accompagnement qui sont les vôtres. Voilà, c'est un peu une première pour nous que de créer cet espace-là. C'est issu d'une première expérience qu'on a eue pendant le premier confinement. On a mis en place ce type de conférence, mais c'était dans une version plus fermée. Finalement, on conservait les enregistrements à la suite. Là, le but, c'est voilà, de pouvoir avoir un mode un peu plus interactif avec vous qui êtes là aujourd'hui. Donc, on va commencer. Déjà, sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, pourquoi on a voulu commencer par cette question-là? L'enfant, une personne accompagnée à part entière, quelle place donner à l'enfant et sa parole dans nos pratiques d'intervention sociale? Effectivement, on voit poindre le fait qu'on parle de plus en plus de développement du pouvoir d'agir, d'accompagnement vers l'autonomie, et c'est des pratiques qui se mettent de plus en plus en avant dans ce qu'on essaie de développer en travail social. On parle d'aller vers et de participation des personnes concernées. C'est des sujets qu'on porte beaucoup à la fédération. Et il nous semblait qu'il y avait une sorte d'angle à développer, en tout cas, autour de finalement la présence des enfants dans ces espaces d'accompagnement-là, quelle forme elle peut prendre et comment est-ce qu'on fait vivre aussi ces principes-là dans l'accompagnement des enfants et du coup aussi des familles dans lesquelles ces enfants s'inscrivent et pour lesquelles il peut être important de penser qu'est-ce qu'on fait de la parole de ces enfants-là et comment cette parole peut vivre dans les espaces d'accompagnement. Donc, on voulait ouvrir cet espace de dialogue-là. On parle souvent de l'enfant à travers la notion de danger. Finalement, on voit souvent poindre la prise en compte de l'enfant à travers l'étude et l'évaluation des risques et des dangers qu'ils peuvent rencontrer dans les espaces d'accompagnement dans lesquels on intervient auprès d'eux. Et on trouvait intéressant d'élargir ce sujet, même si on en parlera aussi, d'élargir cette réflexion sur un peu plus globalement la présence de l'enfant dans les espaces d'accompagnement, que ce soit les espaces d'accompagnement individuels, par exemple quand on accompagne un enfant, enfin une famille dans laquelle un enfant est présent
pendant l'entretien, finalement, comment est-ce que ça peut se rejouer. Dans les structures d'hébergement plus collectifs, finalement, la présence parfois nombreuse d'enfants dans les espaces d'accompagnement vient aussi interroger la manière qu'on peut avoir de réfléchir ce qu'on veut faire autour de ces enfants-là qui sont parfois présents de manière très présente et qui jouent un rôle fondamental dans la vie des structures d'hébergement collectif, mais aussi dans la vie des services d'accompagnement plus en diffus. Donc, voilà, le but, c'est d'ouvrir un peu la réflexion. On a avec nous 3 intervenants aujourd'hui qui ont chacun un vécu et une expérience particulière autour de ça qu'on va ensuite pouvoir présenter et développer. Mais voilà, ce travail-là, ça s'inscrit aussi dans une démarche un peu plus globale qui est menée par la Fédération autour de l'accompagnement des familles. Que je vais peut-être laisser Maëlle nous présenter assez rapidement, parce que on arrive à l'issue d'un cycle dans le cadre duquel la Fédération a beaucoup travaillé ce sujet-là. Est-ce que Maëlle, tu peux nous en dire un petit mot? Tout à fait. Merci Adrien. Donc bonjour à toutes et tous. Moi effectivement, je suis donc Maëlle Léna, chargée de mission enfance-famille à la Fédération des acteurs de la solidarité. Et c'est vrai que la question de la place des enfants, la place accordée à l'accompagnement des familles, c'est une question qui est traitée depuis de nombreuses années au sein de la Fédération, notamment au travers d'un groupe d'appui national donc au niveau de la Fédération nationale qui est dédiée au sujet enfance-famille et qui va venir alimenter la réflexion interne à la Fédération des acteurs de la solidarité autour à la fois de l'analyse des politiques publiques qui ont des conséquences sur les niveaux de vie, les conditions de vie des familles et autour aussi de questions d'animation de réseau pour pouvoir créer des espaces de réflexion et de discussion en interne à la fédération autour justement des pratiques d'accompagnement qui peuvent exister chez les différents adhérents qui composent la fédération et des problématiques qui peuvent être rencontrées. Et comme le disait Adrien, à partir de septembre dernier, on a mis en place un groupe de travail spécifiquement dédié à l'accompagnement des familles qui s'inscrivait notamment dans la lignée d'une des mesures de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui, lorsqu'elle avait été lancée en 2018, avait un focus particulier sur la lutte contre la pauvreté des enfants. Et du coup, une des mesures de cette stratégie se concentrait sur le sujet d'améliorer les conditions d'hébergement des enfants et des familles. Et de ce fait-là, on a voulu justement lancer un groupe de réflexion, un groupe de travail autour des pratiques d'accompagnement des enfants et des familles au sein des structures qui composent notre réseau, sachant qu'on s'est concentré sur des structures d'hébergement, de veille sociale, d'accompagnement vers le logement, qui ne relèvent pas de la protection de l'enfance. Et donc, c'est des structures qui vont être très variées dans leur histoire d'accompagnement auprès des enfants, auprès des familles, qui vont avoir des moyens très différents pour justement mettre en place cet accompagnement. Et on a voulu avoir justement cet espace de réflexion et de partage de pratiques qui nous a conduit à réaliser un guide qui va bientôt paraître et dont vous aurez un aperçu, la primeur de l'aperçu à la fin de nos échanges d'aujourd'hui et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure au sujet justement de ce guide d'accompagnement. Donc voilà, Adrien, je te relance le ballon de la parole. Merci beaucoup. Eh bien, on va avoir ça va se découper en fait en 2 temps différents. On va avoir un premier temps, on va avoir 3 pratiques qu'on trouve particulièrement inspirantes et qui finalement viennent pas mal illustrer finalement les enjeux et les retours qu'on peut avoir en ce moment des questions que pose la présence des enfants dans les espaces d'accompagnement. Donc voilà, on aura 3 associations différentes qui ont chacune développé un projet et des modes d'accompagnement particuliers autour de ça. On aura l'association Adalea qui nous vient de Bretagne et qui va nous parler depuis un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans lequel ils ont développé un certain nombre d'outils qui vont nous présenter autour de l'accompagnement des enfants, en tout cas de l'implication des enfants dans l'accompagnement qu'ils proposent. On aura ensuite un centre d'hébergement d'urgence, là cette fois-ci, de l'Armée du Salut, à travers Sherifa Saouti, qui va nous présenter aussi finalement les questions, les enjeux et l'adaptation des pratiques qu'ils mettent en place au quotidien autour de cette question-là. Et enfin, on aura le regard plutôt d'un service de médiation familiale à travers Marina Barth, qui est responsable justement de ce service-là à l'association Espérène, qui viendra nous parler aussi des différents outils et aussi, on va dire,
dispositifs en quelque sorte qui mettent en place particulier autour de cette question-là. Eh bien, je vous propose qu'on commence avec Rachel Tisserand et Pamela Rouxel autour de quelques questions autour de ce que vous faites autour de ça. Je sais que vous avez une petite présentation à faire passer. Vous me direz à partir de quand vous souhaitez qu'on puisse aussi illustrer ce que vous faites à travers votre visuel, qui est justement un visuel qui a été fait et pensé par et pour les enfants que vous accompagnez. Oui. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci pour l'invitation. On trouve la démarche très intéressante. Donc, je me présente, Pamela Rouxel, je suis coordinatrice au sein de l'association Adalea et plus particulièrement sur le CHRS Clara Zetkin à Saint-Brieuc, qui est un CHRS dédié donc à l'accueil des femmes et de leurs enfants, femmes victimes de violences conjugales. Donc, pour faire très court, parce que l'idée, c'est pas parler de l'association, là, je vous parle d'un collectif sécurisé où on a des logements pour accueillir et des espaces collectifs pour accueillir les femmes et les enfants. On fait également de l'accueil en logement qu'on appelle éclaté ou diffus, comme c'est le cas dans plusieurs CHRS de la fédération. Donc, aujourd'hui, on nous a invités au titre d'un outil qu'on a pu développer au niveau du CHRS et qui est encore aussi en cours de développement. Je vais y revenir tout de suite. Mais il faut savoir qu'au niveau du centre, cette idée et cette démarche de réflexion au niveau du service sur l'accompagnement des enfants a démarré déjà. On espère était là initialement, mais a démarré depuis 2010 au niveau de on va dire une certaine forme de remise en question sur est-ce qu'il ne faut pas actualiser cette partie-là et sur la réflexion autour d'un livret d'accueil, plus particulièrement aussi pour repenser l'accueil des enfants et l'accompagnement des enfants qui leur est dédié au sein du CHRS. Donc 2010, on est en 2021. Et je vous dis donc que nous sommes encore en exploration de l'outil. Donc, l'outil en question donc, est un livret qui va vous être présenté par ma collègue qui va venir à ma place tout de suite après, donc, qui est éducatrice spécialisée, Rachel Tisserand, sur le service. Moi, je vais vous retracer un petit peu l'historique, on va dire, pour en arriver là, puis on va aller dans le concret aussi assez rapidement. Donc 2010 débute une réflexion au niveau de l'équipe sur comment un petit peu réactualiser les pratiques d'accompagnement auprès des enfants qu'on accueille. L'écriture du contenu du livret et de ce qu'on aimerait y mettre a été, on va dire, finalisée courant 2012. On cherchait, en termes de support, à vraiment réfléchir à la forme et notamment à travailler avec un illustrateur pour réussir à avoir quelque chose. On voulait pas d'un livret, on va dire, vraiment pour cocher des cases sur des choses à aborder, mais un livret qui parle à l'enfant et qui soit vraiment un outil qu'il a envie d'utiliser lui aussi pendant son séjour. Donc en 2012, voilà, on bute un petit peu sur la question de trouver l'artiste et de trouver les fonds, parce que c'est aussi une question qu'on se pose régulièrement en termes de projet, dès que ça sort un petit peu des lignes de fonctionnement classique au niveau des services. Donc la réflexion autour de l'accueil et de l'accompagnement des enfants continue. D'autres outils sont développés en interne que le livret, mais cette question du livret reste, on va dire, en stand-by pendant ce temps-là, même si on en parle régulièrement. On arrive en 2018, donc où là, une des éducatrices, donc Rachel Tisserand, ça tombe bien, qui est là aujourd'hui, a pu récolter des fonds à travers une initiative, on va dire, collective, mais quand même individuelle, en tant que professionnelle, parce qu'elle fait partie d'un club de handball à titre personnel, qui récolte des fonds tous les ans pour un projet. Et donc, en 2018, on a pu bénéficier d'un fonds pour ce projet-là, ce qui nous permettait de passer une étape en plus pour pouvoir rémunérer un illustrateur, parce qu'on avait à cœur que voilà, ce soit pas un travail bénévole, mais que ce soit vraiment aussi ce côté professionnel et soutien aux artistes qu'on pouvait mettre en place. Et il se trouve qu'en 2019, on avait une artiste d'un collectif rennais qui s'appelle La Cavale, qui avait pu travailler avec nous sur un projet, être en immersion avec les femmes et les enfants et vraiment bien connaître le fonctionnement du centre parce qu'elle a pu vivre des journées avec nous et qui avait un dessin vraiment qui était très adapté par rapport à l'idée du livret que l'équipe se faisait. Donc en 2019, on a pu faire cette rencontre-là, enfin, et travailler la forme du livret pour qu'il soit finalisé là en 2020.
La dernière phase de conception a été en 2020 et là nous sommes sur l'impression et la mise en œuvre donc du livret au sein du CHRS avec tout ce qu'il y a autour et du coup nous allons vous présenter un petit peu de manière plus concrète l'outil sans aller pareil dans le détail de notre centre mais plus sur ce qu'on a souhaité y mettre et ce qui peut peut-être servir à certaines de vos structures aussi comme idée. Donc je répète, nous, on est un CHRS qui est dédié aux femmes victimes de violences et leurs enfants. Donc, pour nous, ça a été aussi important que ce livret, au-delà de réfléchir à comment est-ce qu'on accueille l'enfant au sein du CHRS, on puisse aussi, quelque part, avoir cet outil pour avancer sur le fait de nommer la violence à l'enfant et d'une manière adaptée. Voilà, je vais laisser ma place donc à ma collègue Rachel Tisserand pour vous présenter le livret. Merci beaucoup, Pamela. On va pouvoir lancer la présentation du livret, je vais l'afficher. Est-ce que, en quelques mots introductifs pour le livret, vous pourriez nous redire un peu ce qui vous a fait choisir cet outil-là plutôt qu'un autre, finalement, pour impliquer les enfants dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui vous a fait être, même si j'ai compris que c'était une réflexion qui était dans le temps et que ça faisait plusieurs années que vous travailliez là-dessus, nous redire un peu ce qui vous a fait choisir cet outil-là particulièrement? Après, le choix du livret d'accueil, ça a été vraiment de pouvoir aussi, à l'arrivée de l'enfant, de pouvoir lui donner un outil qu'il pourrait garder, donc sous forme de livret. Vous allez voir, je vais vous le présenter, qui est un peu sous forme d'un livre jeunesse, finalement, avec ses dessins. Et le livret, c'était ça, c'est qu'on puisse... l'idée, c'est de ne pas le donner à l'enfant comme ça quand il arrive, mais vraiment qu'on puisse accompagner cette première lecture. C'est-à-dire qu'on prévoit, j'y reviendrai un petit peu à la fin, après la présentation, d'où on en est dans la mise en œuvre, mais en tout cas, ce qu'on a réfléchi en équipe, c'est que ce livret, on puisse prévoir un entretien assez rapidement après l'entrée de la famille au centre d'hébergement avec chacun des enfants de la fratrie, et qu'on puisse aider l'enfant à se l'approprier, en fait, et qu'il puisse finalement, tout au long de l'accompagnement jusqu'au départ, sans faire son outil. Donc c'est pour ça qu'on avait souhaité aussi le faire sous forme de livret au niveau de cet accueil-là, même si, comme le rappelait Pamela tout à l'heure, effectivement, la question de l'accompagnement de l'enfant, on l'a aussi à travers d'autres outils au sein du centre d'hébergement. Mais ce livret nous paraissait important, en tout cas, pour que l'enfant s'approprie, s'il le souhaite, bien évidemment, en tout cas, quelque chose de son arrivée, de sa compréhension, en tout cas, de ce qu'est le centre d'hébergement où il arrive avec sa mère. Très bien, on peut maintenant commencer à explorer un peu cet outil-là et comment vous le faites vivre aussi. Ouais, donc du coup je vais vous présenter. Alors il y a plusieurs slides. C'est un livret qui est sur une vingtaine de pages, donc je vais peut-être passer parfois assez vite parce que ça nous prendrait du temps de tout lire, mais en tout cas de vous expliquer l'idée globale. Donc voilà, là on est sur la page de couverture. Vous pourrez voir en fait que sur la couverture il y a un petit renard qui sera un peu la mascotte tout au long du livret et du coup qui va suivre les enfants à travers ce livret. Donc du coup là alors il y a quelques pages blanches. Je reviens. Donc on a fait un petit mot d'introduction pour expliquer aussi aux enfants ce qu'était ce livret en tout cas et pourquoi on leur distribuait. Que c'était à eux qu'il allait l'accompagner un peu tout au long de son séjour, qu'il pourrait revenir nous voir avec. Enfin voilà, en tout cas, l'idée c'était de lui dire qu'il pouvait vraiment se l'approprier. Et ensuite, on arrive sur... donc, il est fait en différentes parties. On arrive sur la première partie où on demande à l'enfant, donc c'est en ça qu'il sera accompagné, finalement, de faire sa connaissance. C'est-à-dire qu'il puisse, quelque chose d'un peu formel avec son nom, prénom, son âge, et puis qu'on aille un petit peu aussi sur qu'est-ce qu'il aime bien faire, qu'est-ce qu'il aime pas faire, comment il se sent. Ça nous permet aussi, nous, un peu de voir à l'arrivée de l'enfant dans quel état d'esprit il est, quels sont ses ressentis à l'arrivée aujourd'hui dans ce centre d'hébergement. Donc, on a fait le choix, justement, vous voyez, d'avoir les émoticônes qui soient faites avec ce petit renard, justement, qui revient. Donc, qui a été travaillé par l'illustratrice pour que ce soit parlant pour l'enfant. Ensuite, on continue à proposer à l'enfant de se présenter sous forme
de choses un peu plus, d'expressions un peu plus ludiques. Du coup, c'est est-ce qu'il sait pourquoi il est là avec sa maman et avant, je crois que j'ai passé une slide un peu rapidement, mais c'était est-ce qu'il peut... Attendez, je vais revenir juste... Parce que j'y suis passée un peu vite. Ça nous demande une petite manipulation supplémentaire de passer les slides. Je suis désolée. Ma famille. Ouais, c'est ça. Je dessine ma famille. Pourquoi je... Attendez, excusez-moi. Je sais pas comment. Oui, voilà. Enfin, voilà. Et... bien vu passé, en tout cas. C'était le... Ouais, ok. Et du coup, là, sur cette page, effectivement, on lui... Alors ça, c'était important pour nous. Donc, sur cette étape-là, on vient demander à l'enfant s'il sait pourquoi il est là avec sa maman. Est-ce que ça lui a été expliqué? Et on a fait le choix de pouvoir nommer aussi la situation de violence qui était vécue à la maison et ce qu'il pouvait ressentir par rapport à ça. Et ça, c'est assez essentiel pour nous parce qu'on a pu avoir déjà des exemples de familles qui arrivaient où les mamans avaient pu dire qu'elles étaient là en centre de vacances, enfin voilà, où du coup les choses sont pas clairement nommées. Et pour nous aujourd'hui, dans l'accompagnement des enfants qui ont été confrontés aux violences, c'est aussi clairement de pouvoir évoquer ça avec eux et qu'eux puissent nous en dire quelque chose, en tout cas, s'ils le peuvent, s'ils en ont l'envie, mais en tout cas, qu'ils sachent que c'est un endroit où ils peuvent aussi exprimer ce qu'ils ont vécu au sein du domicile. Voilà, donc ça c'est toute la première partie où l'enfant va nous parler de lui et ensuite on a fait le choix nous de passer à toute la partie où on va lui présenter le centre d'hébergement où il arrive. Donc une petite définition de ce qu'est Adalea, qu'est-ce que c'est qu'une association, une présentation du centre d'hébergement. Voilà, ici on a ce qui a été choisi, ça c'est le premier dessin pour l'historique, c'est le premier dessin que Anna Michalak, la graphiste, nous avait montré, qui est la façade de notre centre d'hébergement et qui a été un peu le coup de cœur pour l'équipe du trait de crayon de cette artiste et qui nous a donné envie de travailler avec elle. Voilà, donc ça présente le lieu. Et effectivement, là aussi, il y a une petite phrase qui nomme, en tout cas aux enfants, que dans ce centre d'hébergement, il n'y a que des mamans et des enfants qui sont accueillis et que les papas n'ont pas le droit de rentrer dans les appartements et qui pourront voir leur papa dans d'autres lieux, dans d'autres endroits s'ils en ont le droit. Donc ça vient aussi introduire un peu la question de leur père, qu'ils sachent que ici, même s'ils sont accueillis avec leur maman, on n'est pas fermé à ce qu'ils puissent nous parler de leur père. C'est de vraiment leur permettre d'ouvrir l'expression avec nous en tout cas. Voilà, du coup là après il y a une présentation de l'équipe, donc on a fait le choix de pas mettre de photos, de pas personnaliser avec des prénoms, mais voilà, d'y mettre des hommes, des femmes, puisque c'est aussi, nous dans notre équipe, en journée on n'est que des femmes, mais la nuit, il y a des veilleurs de nuit qui intègrent l'équipe, donc voilà, c'était... et après on se dit que ça peut être assez ludique pour l'enfant d'essayer sur cette image, de mettre les noms de chaque personne de l'équipe, parce que l'idée c'est qu'il puisse écrire, enfin faire ce qu'il veut en tout cas de son livret. Donc voilà, là c'est aussi de lui présenter qu'effectivement qu'on puisse inscrire le nom de l'éducatrice qui va aider la famille. On reprécise qu'effectivement sa maman sera reçue en entretien régulièrement, mais que nous aussi on est là pour l'écouter. Là il y a une page d'expression, comme vous voyez assez souvent, il y a des pages d'expression libre où ils peuvent dessiner, écrire. Donc là c'est aussi de demander ce qu'ils souhaitent faire eux pendant leur séjour ici au centre d'hébergement. Ensuite, on leur présente les différents lieux du collectif. Comme rappelait Pamela, on a aussi un collectif sécurisé ici qui est accessible aux femmes, bien entendu hébergées sur le collectif, mais aux femmes du DIFU qui peuvent aussi venir y participer. Donc voilà, on présente la cour, la salle à manger, qu'est-ce qu'on peut y faire. Enfin, l'idée, c'était vraiment de représenter un petit peu les différents lieux. Une salle informatique, une salle télé, donc on revient sur tout ça. Ensuite, il nous a paru important de pouvoir aussi rappeler aux enfants une sorte de règlement du CHRS avec des droits qu'on présente et aussi la question des règles qu'ils doivent respecter sur ce collectif en tout cas. Comme par exemple toujours bien fermer les portes du bâtiment, de rappeler que c'est aussi quelque chose de très sécurisé et puis des règles de vie
très classique, en tout cas, d'un collectif où on peut recevoir des enfants, comme ne pas courir, ne pas crier, se respecter. Enfin voilà, ça nous semblait important, en tout cas, de pouvoir le rappeler. On a fait toute une partie qui nous semblait essentielle sur le départ du centre d'hébergement, parce que c'est un moment clé aussi de l'accompagnement. Donc c'est aussi de pouvoir remesurer avec l'enfant comment il se sent, lui, maintenant qu'il sait qu'il va partir avec sa maman. Donc là, c'est aussi un temps qu'on reprendra avec l'enfant, où on réaccompagnera en tout cas la lecture de ce livret pour voir un petit peu avec lui voilà, comment il se projette dans ce départ et comment il se sent à travers ça. D'ailleurs, on lui propose de pouvoir essayer d'imaginer un petit peu sa nouvelle chambre, comment il aimerait que ce soit dans son nouvel appartement. Donc ça, c'est toujours dans l'idée de projection de ce départ. Là, on fait, alors je vais pas avoir le temps de détailler, mais en tout cas, on présente une autre action qu'on a à destination des enfants qui s'appelle Histoire de dire, où on propose des ateliers tous les mercredis après-midi aux 3-12 ans avec les collègues d'un autre service de l'association de l'accueil de jour. Donc voilà, c'est l'occasion en tout cas de présenter ces ateliers aussi aux enfants. Ensuite, on a laissé toute une partie d'expression libre. Donc voilà, où on a 2 coloriages qui ont été dessinés par Anna Michalak, l'illustratrice. Voilà, et donc là, il doit y avoir le deuxième. Et ensuite, on arrive sur des pages d'expression libre où l'enfant peut écrire voilà, ce qu'il veut. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il s'approprie vraiment ce livret. Peut-être un point important que je n'ai pas nommé, je vais quand même aller juste jusqu'à la dernière page du diapo pour avoir la couverture de fin. Ce livret, il est à destination des enfants de 3 à 12 ans. Du coup, on a ciblé sur cette tranche d'âge-là. Aujourd'hui, on souhaiterait poursuivre la réflexion avec l'équipe pour créer le même genre d'outils, alors peut-être sous une autre forme de dessin, peut-être de la BD, du manga ou autre chose à destination des adolescents. Donc voilà, ça ce sera une autre phase de notre travail. On va déjà attendre d'avoir ce livret entre les mains et de pouvoir l'expérimenter, parce qu'effectivement, comme le rappelait Pamela, c'est un projet qui a pris du temps. Donc là, on est en cours d'impression, donc on attend d'avoir ces livrets en main. Et donc, on n'a pas pu encore les expérimenter auprès des enfants. Donc, ce que je vous disais sur imaginer un petit peu comment on veut les utiliser avec les collègues, enfin voilà, comment on va les présenter aux enfants, comment ils vont se l'approprier. On n'a pas encore le retour sur ça, donc on est assez impatiente de pouvoir commencer à l'expérimenter et d'avoir les retours des enfants et puis voir le réel apport, en tout cas, de même si on n'a pas trop de doutes sur ce que ça pourra apporter, mais en tout cas, comment les enfants vont se l'approprier, est-ce que ça va changer finalement dans l'accueil des enfants, au moment de l'accueil, et comment ce livret pourra être approprié. Et pour terminer, peut-être, du coup, le petit renard là qui est dans le livret, on a décidé de l'avoir en peluche réelle aussi, qu'on laissera dans notre bureau de permanence ici, qui est accessible sur des temps de permanence réguliers, pour que les enfants, parce que là il n'a pas de nom, on avait décidé de le nommer et finalement on a décidé dans le livret de ne pas donner de nom et qu'on laissera les enfants nommer ce petit personnage et que ça puisse peut-être qu'ils puissent venir le chercher dans le bureau s'ils ont envie je sais pas, on peut imaginer qu'à travers lui ils peuvent peut-être parler, s'ils ont envie d'un câlin, s'ils ont envie, enfin en tout cas qu'à travers cette mascotte réelle qui sera dans notre bureau, ils puissent aussi ce petit renard qui est dans ce livre sorte du livre et existe de manière réelle auprès de nous. Donc voilà, ça c'est une idée qu'on a, donc toujours qu'on n'a pas expérimenté, mais donc voilà où on en est aujourd'hui, en tout cas ce que je pourrais vous en dire d'où on en est avec ce livret et aussi vous dire qu'on est très impatiente, en tout cas dans l'équipe, de mettre en place et de pouvoir le proposer aux enfants. Eh bien, merci beaucoup. On a vu quelques questions arriver. On centralisera toutes les questions à la fin des 3 interventions. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment hyper intéressant sur le fait d'avoir créé justement un canal, finalement un outil
qui permet de travailler sur la transparence aussi, la clarté de ce que peut vouloir dire l'accompagnement et finalement le temps de vie passé dans votre centre d'hébergement pour l'enfant. Et du coup, un vrai outil qui permet de mettre en avant sa parole, à la fois son ressenti, puis aussi ce qu'il souhaite faire, en fait, ce qu'il souhaite faire de cet espace d'accompagnement et comment il souhaite se l'approprier. Donc, il y a beaucoup d'éléments, effectivement, qui nous semblent vraiment intéressants, je pense, sur finalement, comment on peut essayer de créer un canal, justement, avec ces enfants-là, qui soit un peu différent de la manière qu'on a de communiquer, de travailler, d'accompagner avec les adultes, qui vient en complément. Et donc, je pense que c'est hyper intéressant. Il y aura probablement quelques questions. En tout cas, nous, on a gardé certaines aussi à vous poser là-dessus. On va peut-être continuer. Là, on était vraiment on est allé directement un peu sur un outil finalement qui a été pensé pour l'enfant. On va aller un petit peu du côté des pratiques en allant un petit peu plus largement sur la question dans un centre d'hébergement d'urgence, finalement, essayer de comprendre comment la question de la présence des enfants, elle se pose, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour proposer une vraie expérience d'accompagnement et un vrai accompagnement qui soit individuel ou collectif de ces enfants qui sont partie prenante, partie intégrante de ces espaces en centre d'hébergement. Donc, on va passer la parole à Chérifa autour de quelques questions qu'on a justement à lui poser à ce sujet. Eh bien, rebonjour Chérifa, merci beaucoup. Il faudra juste ouvrir votre micro. Apparemment, vous étiez adjoint les services de l'intérieur. Parfait. Est-ce que c'est bon? Parfait. Bon, alors, je me présente, donc Chérifa Saouti, donc je suis chef de service du centre d'hébergement d'urgence qui se trouve sur Vénissieux dans le Rhône. Voilà, je devais faire normalement ce webinaire avec mon collègue travailleur social pour avoir un regard croisé entre la personne qui est dans l'encadrement et puis l'autre qui est plutôt sur le terrain. Donc, je vais essayer de répondre à l'ensemble un petit peu des questions qu'on a préparées un petit peu en amont, quoi. Voilà. Alors, si je peux me permettre, pour commencer, je voudrais quand même dire que le centre d'hébergement d'urgence pérennisé date de pas longtemps, c'est-à-dire avril 2020. Ça a son importance, en fait, parce que les familles ne sont pas accueillies de la même façon, de la même manière entre une famille qui est orientée dans le cadre d'un renfort hivernal, donc il y a un côté éphémère, et dans le cadre d'un centre d'hébergement d'urgence où c'est inconditionnel, et là c'est plutôt durable. Voilà. Donc, moi, pour ma part, je me suis aperçue que, si on parle d'enjeux, les principaux enjeux, c'était vraiment déjà à la base, à l'accueil des familles. Donc, quand elles sont, parce que toutes les familles sont orientées par la MBS, la Maison de la Veille Sociale, et donc elles sont orientées dans un centre d'hébergement d'urgence qui n'a pas été pensé, en fait, à la base pour accueillir des enfants. Donc, en fait, c'est un centre d'hébergement d'urgence où le mobilier, ou comment on pourrait dire, la base n'a pas été étudié pour accueillir des enfants, mais des familles. Et donc, du coup, ça reste, on accueille un groupe d'individus, sans distinction, même si on le sait, nous, en amont, parce qu'on a un diagnostic social, que dans ce groupe de personnes, il y a également des enfants. Voilà. Moi, ça me paraît important aussi de le dire parce que du coup, l'enfant ne s'implique pas dès le départ de la même façon. Il ne se sent pas accueilli finalement parce qu'il n'y a pas des tables à sa hauteur, il y a des chaises. Enfin, on n'a pas créé un espace pour accueillir ces enfants. Donc, ça me paraît important aussi de l'évoquer. Voilà. Ensuite, par rapport aux enjeux principaux que moi j'ai pu aussi voir, en tout cas faire remonter, c'est que les personnes, avant d'être sur le site, elles sont en errance, pour la plupart, elles ont été en errance ou sorties d'un CADA et qui se retrouvent donc dehors. Voilà, donc on reprend en fait tout le parcours résidentiel. Et dès l'entrée, en fait, moi, comment pourrais-je dire, dès le début, ce qu'on voit, c'est comment restructurer l'identité parentale.
Donc, quand je dis l'identité parentale, c'est que les familles sont orientées, donc nous, on n'est pas un CHU spécialisé dans l'accompagnement, par exemple, de femmes de victimes de violences ou enfin, voilà, nous, on a des ménages, aussi bien les deux parents avec les enfants que des familles monoparentales. Et donc, il y a des situations avec toutes les problématiques confondues. Et les familles, quand elles arrivent, on sent qu'elles sont dans l'inconnu, donc elles sont beaucoup stressées, très très stressées. Et les enfants à côté sont un peu les éponges du stress des adultes. Et quand nous, on reçoit l'ensemble de la famille pour la présentation. Bon, bah déjà pour les accueillir et puis aussi pour se présenter à la famille qu'on va accueillir. Donc, nous, les enjeux principaux, quand même, enfin, moi je dirais, c'est quand même de participer à la base sur la restructuration de l'identité parentale. Ensuite, nous, on laisse les familles se poser, prendre du temps pour eux d'expliquer aux enfants pourquoi ils sont là, parce que des fois, c'est des orientations dans l'urgence. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas discuté avec les enfants, ils n'ont pas appréhendé aussi avec les enfants, enfin, voilà. Voilà, donc ça, c'est l'enjeu principal. Et ensuite, et ben là, il y a les enfants. Et les enfants, ils sont effectivement, donc, ils sont les enfants avec leurs histoires. Ils sont dans un parcours également résidentiel qui appartient à leurs parents. Donc, ils suivent les parents. Parce que, enfin, voilà, c'est les parents qui ont l'autorité parentale. Donc, ils suivent les parents. Néanmoins, ils sont aussi scolarisés. Donc, ils sont scolarisés. Donc, ils sont dans d'autres environnements où là, il n'y a que des enfants. Et donc là, ils découvrent que les enfants ont des droits. Que les enfants ont des droits, mais qui ne sont pas forcément expliqués au sein d'un centre d'hébergement d'urgence. Parce que nous, quand on explique voilà, on part dès le départ avec une convention, un contrat de séjour, une convention d'occupation, et puis d'un règlement de fonctionnement. Et c'est pareil, ce sont des outils qui n'ont pas été adaptés pour les enfants. Donc, je suis ravie de voir qu'ailleurs, il y a des livrets d'accueil pour accueillir les enfants. Parce que ça me semble important, parce que du coup, les enfants vont s'impliquer dans ce parcours-là et avec les parents. Et donc, de là, on découle notre enjeu aussi, c'est de mettre en cohérence la place de la famille et l'intérêt de l'enfant. Voilà, c'est de tout reprendre parce qu'on voit qu'il y a des divergences d'approche entre l'intérêt de l'enfant et la place de la famille. Voilà, que dire Donc, au fur et à mesure, progressivement, parce qu'en fait, au départ, ils sont là pour un petit temps, 4 mois, dans le cadre du renfort hivernal. Aujourd'hui, c'est pérennisé. Donc, les personnes se posent, s'installent. Là, on voit plus leurs habitudes de vie. On voit plus le rôle de chacun, la place de chacun. Ils sont dans un collectif, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il n'y a pas de, nous n'avons pas de logement diffus. Toutes les familles vivent dans ce gros collectif, 140 personnes. Donc, ça équivaut à 38 familles. Donc, tout âge, 50% de la population du site, ce sont les enfants. Il y a 74 enfants de 4 semaines à jeune adulte de 18 ans. Voilà. Et donc, voilà, les enjeux qu'on a pu voir, en fait, c'est développer aussi et de renforcer la place de la famille tout en organisant la prise en compte de l'intérêt de l'enfant. Vraiment. Et puis aussi, je pense que quand on est dans l'accompagnement des enfants, on ne prend pas les mêmes compétences que quand on est dans un accompagnement global de la situation. C'est une compétence à part entière qu'il faut avoir quand on est dans l'accompagnement des enfants. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on propose aussi, parce que petit à petit, on voit les difficultés aussi que les parents rencontrent. Ils sont parents dans un collectif. Ils sont parents dans un collectif, donc avec un manque d'intimité, la proximité avec les autres, des regards constants
sur elles, enfin sur eux, parce qu'il y a aussi des papas quand même qui sont présents, avec leur mode de vie, parce qu'ils viennent, ils sont entiers, quoi. Ils viennent avec leur parcours résidentiel, mais avec leur culture également. Et puis là, c'est un partage de culture. Et donc, le partage de culture, on le voit bien également au niveau éducatif. Parfois, des personnes vont, je sais pas, éduquer d'une manière, ça va peut-être causer un problème pour une autre famille qui va peut-être venir nous voir en nous disant, mais là, la façon dont il élève son enfant, ce n'est pas normal. Et en fait, ce n'est pas normal, c'est simplement qu'il a un mode de vie, ils ont une culture, parce qu'il y a la dimension de la culture aussi. En fait, dans tout cet accompagnement-là, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'environnement, il y a le parcours résidentiel, il y a la dimension l'interculturalité, il y a, enfin voilà. Et donc, nous, on doit faire aussi avec. Je peux vous donner par exemple un exemple où une dame pensait que dans l'éducatif, comment elle éduquait en tout cas son enfant, c'était que dès que l'enfant il disait un vilain mot, pour plus qu'il ne le dise à nouveau, elle lui mettait du piment dans la bouche. Et elle était persuadée que c'était monnaie courante, que ça se passait de partout, que c'est comme ça qu'elle avait été éduquée, et que pour elle, elle a juste transmis l'éducation qu'elle a pu recevoir pour éduquer son enfant. Et si elle n'a pas l'apprentissage, en tout cas de lui expliquer, et ça, c'est les professionnels qui vont justement s'apercevoir de ça et vont l'apprendre en entretien pour lui expliquer que ça, c'est de la maltraitance, par exemple. Pour elle, ce n'était pas de la maltraitance, effectivement. Donc, il y a aussi un décalage aussi sur certaines personnes, pour eux, c'est la bonne éducation, d'autres, ce n'est pas forcément la bonne. Beaucoup de problèmes de ce côté-là. Et donc, ça nous a emmené en fait à travailler sur des projets autour de la parentalité. Ça devenait une urgence. Donc là, c'était plus pour le collectif de créer des petites, comment dirais-je, des cafés, des cafés avec les mamans qui ont des enfants en bas âge. Par exemple, on disait de 1 an jusqu'à 4 ans. Travailler avec les parents et les enfants sur le thème des limites. Et puis aussi de développer aussi du partenariat. Là, on est en train de travailler sur un projet autour de la parentalité avec la PMI, le secteur qui connaît très très bien les familles et notamment les enfants. Voilà. Que dire de plus? Donc là, voilà, c'est travailler aussi sur la parentalité. Je pense que tous ces enjeux, ils sont hyper intéressants autour du travail sur la parentalité, autour de comment est-ce qu'on adapte l'accompagnement individuel aussi des familles pour prendre en compte la parole de l'enfant. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu aussi sur ce que vous avez développé auprès des enfants dans un mode plus collectif au sein du centre d'hébergement et comment est-ce que ça irrigue aussi un petit peu l'accompagnement dans ces espaces-là? D'accord. Alors, d'un point de vue dans le collectif, on fait souvent ce qu'on appelle des réunions avec les adultes sur le fonctionnement, faire des rappels un peu au règlement, et puis aussi les adultes, ça leur permet aussi d'être dans un échange avec les professionnels et pourquoi pas faire remonter leurs idées, leurs doléances, voilà. Et pour les enfants étaient souvent là, présents. Ensuite, les enfants leur avaient donné, les parents leur avaient donné un rôle. Le rôle, c'était de traduire. C'était essentiellement de traduire. Voilà. Et on trouvait que les enfants, on n'avait pas leur place finalement. On n'avait pas de groupe de parole pour les enfants. Donc, on a mis en place également des réunions. Alors, on n'appelle pas ça des réunions, mais des groupes de parole tourner juste vers les enfants. Voilà. Les mêmes réunions, alors c'est pas encore les CPS, on n'est pas encore très près là, on n'a que 2 ans de vie, 1 an en pérenne,
Mais c'est donner la parole aux enfants. D'ailleurs, on l'a intitulé comme ça, donner la parole aux enfants. Et dans ce collectif-là, on se rend compte que beaucoup d'enfants posent des questions sur pourquoi ils sont là, ou leur demandent au Père Noël qu'ils aimeraient pas forcément avoir le dernier jeu, mais plutôt quitter le site pour se retrouver en famille, dans leur maison. Enfin, et ça, si on n'avait pas fait ce groupe de parole, on n'aurait pas vu la souffrance, en tout cas, de ces enfants, parce qu'il y a quand même une souffrance chez ces enfants. Voilà, donc ça nous a permis aussi de reprendre les doléances des enfants, d'être à l'écoute, de développer aussi l'écoute, de leur expliquer qu'ils ont des droits, de leur expliquer, de leur dire comment, qu'est-ce qu'ils envisagent, comment envisager, je ne sais pas moi, mettre une sorte dans le centre d'accueil, dans le centre d'hébergement d'urgence, à l'intérieur, mettre un petit accueil pour les enfants qui est dédié aux enfants. Donc là, on a créé une salle d'activité pour les enfants. On a fait appel à des animateurs extérieurs, donc un centre de loisirs qui se déplacent avec leur propre animateur pour justement donner des loisirs à ces enfants. Voilà, on tente en tout cas on tente à ce que les enfants reprennent leur place d'enfant dans ce collectif-là. Après, il y a un autre problème, c'est par rapport à l'accompagnement individuel. Il y a souvent des parents qui prennent les enfants, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour traduire. Et donc, les enfants, ils sont quand même, nous, bien entendu, pour traduire, quand c'est vraiment des soucis, enfin, des problématiques très compliquées, on demande aux parents que les enfants ne soient pas présents et on prend un traducteur. Mais parfois, pour la gestion du quotidien, certaines familles ne comprennent pas et demandent souvent à ce que les enfants soient présents. Et donc, les enfants, ils ont ce rôle-là, le rôle de traduction. Et puis, d'un autre côté, il y a des parents qui sont seuls avec des enfants en bas âge, mais bon, en bas âge, mais suffisamment grands pour comprendre. Le problème, c'est que donc, nous, on veut, quand on fait un entretien avec les familles et qu'on parle des problématiques assez importantes dont l'enfant, n'est pas en âge, en tout cas peut-être de les entendre, les familles ne peuvent pas faire autrement. Donc, c'est aussi une injonction paradoxale. On leur dit, écoutez, vos enfants, vous êtes les parents, vous avez le rôle de les surveiller, puis d'être le garant de la sécurité des enfants, du développement, de l'épanouissement. Mais en même temps, on leur dit, lors des entretiens, c'est difficile d'avoir les enfants, parce que, donc ils me disent, oh, mais ils ne comprennent pas, mais moi, je sais, parce qu'on connaît un petit peu la psychologie de l'enfant. Dans le développement, les enfants peuvent être des éponges et puis le stress ou les angoisses des parents sont facilement transférables. Donc voilà, là, ça nous pose vraiment un problème parce qu'on ne peut pas refuser la présence des enfants étant donné qu'il n'y a personne pour les garder. Et d'un autre côté, on ne peut pas dire aux parents, écoutez, on ne va pas vous écouter parce que vous avez les enfants. Mais on va trouver des solutions à ça parce que c'est au fur et à mesure en fait, qu'on se rend compte des problèmes et que dès qu'il y a un problème, on essaye en tout cas de trouver des solutions et de mettre en place de mettre en place, comment pourrais-je dire, je ne trouve pas mon mot. Des aménagements peut-être. Des aménagements, merci. Des aménagements. Voilà, donc moi j'ai un peu, voilà, si je peux parler globalement, j'ai fait il y a trois dimensions. Hein, je parle de la famille qui est en premier lieu, qui est orientée. Ensuite, il y a l'hébergement. Enfin, si on peut partir sur une arborescence, un hébergement, donc avec des conditions d'accueil qui ne sont pas forcément adaptées. Donc les enfants ne se sentent pas accueillis. Voilà. La proximité aussi avec les autres familles, ils ne retrouvent pas un peu leur cellule familiale, ce qui peut aussi rassurer les enfants et leur faire du bien. Après, il y a aussi donc dans cette arborescence l'enfant qui pour moi est le vecteur aussi, il a un rôle principal, il est aussi le vecteur de socialisation dans un collectif. Parfois, l'enfant, le fait d'avoir ce rôle-là de vecteur de socialisation
ils passent en premier lieu et puis les adultes en deuxième lieu. Parfois, les adultes n'arrivent pas à se comprendre, on n'arrive pas. Eh ben, j'ai envie de dire que grâce aux enfants, il y a la possibilité que les adultes arrivent à se respecter et à bien vivre ensemble, voilà, même avec les difficultés. Voilà, parfois il y a des rôles inversés, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des rôles inversés. Alors, pour certaines familles, c'est on apprend à nos enfants à grandir et donc à 10 ans, ils peuvent apprendre à faire la vaisselle et puis le regard de d'autres familles, c'est, vous vous rendez compte, ils font travailler d'autres enfants. Enfin, et puis nous, on doit changer, à savoir et être dans l'observation, voir si cet enfant il a pris le rôle du parent ou quand c'est très régulier, quand c'est tout le temps ou pas. Voilà. Et puis il y a aussi le rôle parental qui est mis à mal, qui est quand même mis à mal dans un collectif. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport au regard. Ils sont pris aussi, les parents, ils culpabilisent. Ils culpabilisent d'être présents au départ pour 4 mois en pensant que leur situation va s'améliorer et puis ils se rendent compte que ça fait 2 ans. Et donc, ils culpabilisent parce qu'ils veulent grandir leurs enfants. Ils veulent grandir leurs enfants, mais voilà, sans forcément voir toutes les étapes du développement de leur enfant. Donc, il y a la culpabilité. Voilà, quoi. Alors qu'à côté de ça, ils sont quand même les garants du bien-être et de l'épanouissement de leurs enfants. Donc, c'est difficile aussi pour les adultes. Voilà. Merci beaucoup. On voit un peu ce regard à 360 degrés de toutes les questions que ça pose. Vous l'avez dit, il y a des questions d'aménagement spatial, il y a des questions d'accompagnement global des familles qui visent à inclure vraiment la notion de parentalité aussi dans l'accompagnement. Et puis, il y a du coup aussi qu'est-ce qu'on peut faire directement avec les enfants, comment est-ce qu'on peut aussi travailler à les accompagner individuellement et collectivement vers leur propre développement. Donc, effectivement, il faut savoir faire beaucoup de choses finalement quand on est travailleur social dans un centre d'hébergement apparemment pour inclure vraiment cette question-là comme il se doit. Et il y a effectivement beaucoup de pistes aussi c'était intéressant aussi de mettre en valeur le fait que les enfants, ils apportent aussi en tant que tels dans un espace d'accompagnement comme vous l'avez dit. Et c'est aussi, il y a un apport aussi réel sur la vie collective qui est important à prendre en compte. Et puis, effectivement, enfin, le lien qu'il peut y avoir entre le fait qu'il faut y passer par peut-être du collectif, parfois avec les enfants, pour parfois déceler, comprendre, évaluer des situations qui après peuvent être traitées en individuel. Donc, c'est des choses qui peuvent être aussi intéressantes dans d'autres cadres. Et effectivement, il y a bien sûr autant d'enjeux que de petites solutions finalement au quotidien à trouver pour traiter cet aspect-là. On va peut-être poursuivre du coup avec une association qui est plus spécialisée sur ces enjeux-là. On a parlé de comment on faisait en sorte éventuellement que les fonctionnements s'adaptent au développement de l'enfant lui-même à ses différents âges. Du coup, on va vous poser quelques questions. Marina, qui est à SPRM qui est responsable d'un service de médiation familiale, pour que vous puissiez un petit peu nous expliquer comment vous travaillez sur le fait d'impliquer, finalement d'accrocher aussi l'enfant dans ces sujets d'accompagnement à la médiation familiale. Et donc, on peut peut-être commencer par peut-être une première présentation un peu concrète de comment est-ce que l'accompagnement chez vous se tourne aussi vers l'enfant. Et puis Alors oui, bonjour. Alors, je voudrais peut-être dire 2 mots sur SPRM si vous êtes d'accord. C'est une association reconnue d'utilité publique parisienne qui accompagne donc et aide les personnes en difficulté. Effectivement, il y a plusieurs départements de l'hébergement, la protection de l'enfance, l'accueil en crèche, de la formation. Et moi, je vais vous présenter aujourd'hui plus spécifiquement le service de médiation familiale et les 2 dispositifs d'accompagnement dans lequel la place de l'enfant est importante, où la parole de l'enfant peut être entendue. Le dispositif que nous avons baptisé Puzzle et Puzzle Plus. Alors, Puzzle, nous l'avons créé avec mon collègue Pascal Anger, qui est psychothérapeute et médiateur également. Nous avons fait le constat que souvent des nouveaux parents, à la naissance de leur enfant, ou quelques mois après, se quittaient de plus en plus facilement et qu'il était difficile parfois de construire une
coparentalité lorsque les liens n'étaient pas préservés. Donc, Puzzle est un dispositif d'accompagnement des parents séparés avec des enfants en bas âge. On leur propose de bénéficier d'un processus que je pourrais nommer d'hybride. C'est un espace de dialogue pour envisager le futur ou tout simplement les mois à venir de leur enfant suite à leur séparation. Et c'est aussi de leur proposer un lieu d'accueil où le parent hébergé, non hébergeant, puisse profiter de son enfant avec lequel il ne vit plus au quotidien. 3 ans plus tard, en 2018, nous avons créé Puzzle Plus. Puzzle Plus, en fait, c'est une déclinaison de Puzzle, mais axée plus sur les problèmes autour des adolescents. C'est-à-dire comment peut-on maintenir des liens avec un adolescent ou préserver la relation. Alors, que ce soit Puzzle ou Puzzle Plus, avant de recevoir les enfants, il y a un travail en amont essentiel avec les parents, sous forme d'entretien individuel ou collégial. Il est important, avant de recevoir les enfants, de vérifier l'engagement des parents, leur volonté d'adhésion à ce processus. Et il est nécessaire qu'on obtienne l'autorisation des parents, quel que soit l'âge des enfants, de pouvoir les accueillir par la suite. Il est important aussi pour les médiateurs d'évaluer l'intérêt de recevoir ou non ces enfants. Effectivement, autant dans Puzzle, l'évidence de ce lieu d'accueil, notamment pour un père qui n'habite plus à Paris, qui a dû s'éloigner de l'enfant et de son quotidien, parfois aussi en attente d'une procédure judiciaire dont les délais sont souvent longs, leur permettent d'avoir un lieu à la fois pour discuter et à la fois pour voir son enfant, parce que parfois c'est violent pour eux de ne pas voir leur enfant. S'ils doivent attendre que la justice se prononce, c'est parfois très très long. Des fois, ça va à 1 an avec les systèmes de report, etc. Donc, Puzzle, l'intérêt est immédiat de ces doubles propositions d'accueil. Puzzle pour les adolescents, il est important d'évaluer quand même la pertinence de recevoir l'enfant ou l'adolescent. Parfois, c'est une médiation, ce qu'on appelle ordonnée, donc par la justice. Donc, au fond, la mission des médiateurs est déjà prédéterminée. Souvent, ça peut être le maintien des liens avec un des 2 parents si la relation s'est distendue. Alors, avant de recevoir les enfants, je continue. Il est quand même important de faire aussi une séance préparatoire avec les parents pour savoir comment l'accueil de l'enfant va être fait, c'est-à-dire qui va l'accompagner, lequel des 2 va lui parler de l'entretien avec les médiateurs, qu'est-ce qu'ils vont leur transmettre de cet entretien. C'est peut-être plus simple que je vais vous illustrer avec une situation assez récente. C'est beaucoup plus simple. Je pense à une situation où les parents, après 5 ans de résidence alternée, en raison d'un déménagement de l'un d'entre eux, décident de mettre un terme à cette organisation familiale. Alors, la question qui se posait en médiation, c'était où les enfants allaient à la rentrée scolaire prochaine vivent principalement. Alors, les séances avec les parents sont quand même fondamentales parce qu'avec eux, il s'agit d'abord, puisque c'est eux qui ont l'autorité parentale, c'est eux qui doivent décider ce qui est bon pour leur enfant, d'envisager tous les scénarios possibles, les avantages, les inconvénients de chaque situation ou option imaginable. Il était important aussi de s'assurer que les parents puissent reconnaître le rôle et la fonction éducative de l'autre parent comme étant suffisamment bonne. Une fois tous ces paramètres ou cette évaluation faite avec les parents, avec l'accord des 2 parents, on peut imaginer de recevoir les parents. La situation là était assez simple parce qu'au fond, c'était des parents bienveillants, ils voulaient le mieux pour les enfants, mais ils n'arrivaient pas à savoir ce que vivaient leurs enfants dans cette idée de projection, de changement d'organisation, de résidence alternée qui convenait finalement à tout le monde. Alors, les parents ont décidé que la mère accompagnait les 2 enfants. C'était un petit garçon de 9 ans et une jeune fille de 14 ans.
Se posent d'autres questions pour l'accueil des enfants. C'est quand on reçoit par exemple une fratrie, doit-on les recevoir ensemble ou séparément? Tout ça, ça se discute souvent en amont quand même avec les parents. L'entretien ensuite avec les enfants se déroule selon un processus très précis, très codifié, dont l'idée principale est de vérifier tout d'abord si les enfants savent pourquoi ils sont présents. C'est aussi l'occasion de vérifier ce qu'ils connaissent de la profession du médiateur et de son rôle, et de voir ce que leurs parents leur ont transmis de l'intérêt de cette médiation, ce qu'ils en ont compris. Donc, on vérifie un peu tous ces points et on reprend avec eux quel est le rôle du médiateur, pourquoi ils sont là. Ils sont là non pas pour décider, mais en tout cas pour exprimer leurs besoins et éventuellement leurs difficultés du moment. En fait, après avoir tissé, j'allais dire, passé un temps avec eux sur leur vie, leur vie scolaire, leurs amis, leurs loisirs, il est très facile d'aborder tous ces petits points qui nous intéressent, puisqu'il s'agit éventuellement de restituer aux parents les besoins des enfants. Alors, ils savent aussi, au cours de cet entretien, qu'ils vont décider de la forme de cette restitution. C'est-à-dire, est-ce qu'ils souhaitent être présents au moment de la restitution de cet entretien, de leur dire auprès de leurs parents? Est-ce qu'ils souhaitent qu'on soit messager? Donc, on réfléchit sous la forme d'un écrit, on vérifie avec eux ce qu'ils souhaitent dire exactement, et comme ils souhaitent, ils peuvent être présents ou non présents au moment de la restitution auprès des parents. L'entretien de restitution est parfois aussi un moment difficile. Je pense à une autre situation d'une médiation ordonnée d'un jeune garçon de 15 ans où le juge aux affaires familiales nous avait demandé de mettre une médiation en place entre lui et sa mère, avec lequel les relations étaient plus que distendues. Alors, dans cette situation, par exemple, on a toujours besoin de l'accord des deux parents. La situation était tellement enquistée que les parents n'ont même pas voulu être reçus ensemble, mais on s'est assuré dans des entretiens individuels de leur accord préalable avant de recevoir Adrien, 15 ans. Au cours de cet entretien, on a évalué avec lui, il a pu s'exprimer s'il souhaitait ou pas ne revoir sa mère. Donc, au fond, des besoins ont émergé, son souhait et ses priorités, de sa scolarité, de ses amis, de sa tranquillité, son souhait d'être éloigné un temps de sa mère et les difficultés qu'il pouvait rencontrer particulièrement avec elle. Alors, avec notre aide, il a pu exprimer le message sous la forme d'un écrit de ce qu'il voulait dire à sa mère. Alors, ces situations sont parfois difficiles parce que, effectivement, la mère qui est en attente éventuellement d'une reprise en lien, la décision, c'est pas une décision, mais enfin, en tout cas, le message de son fils peut être difficile à entendre. Alors, il est évident qu'au préalable, nous préparons la mère pour toute éventualité du refus de voir rencontrer sa mère, ou peut-être simplement d'entendre le message qu'il lui soumet. Là, dans cette situation, la seule chose qui a pu être maintenue, c'était les SMS. Et ce jeune garçon a simplement exprimé son besoin de temps. Alors, la difficulté, c'est la temporalité d'un adolescent et la temporalité d'un adulte qui, parfois, n'observe plutôt que l'absence de son enfant et d'accepter ces liens un peu distendus. Alors, ces deux dispositifs, dans Puzzle ou Puzzle Plus, il est évident que pour nous, le bien-être ou l'attention ou l'écoute de l'enfant sont au cœur de ce dispositif. Nous adaptons nos entretiens avec les enfants en fonction de leur âge. Nous mettons aussi pour les tout petits dans la situation de puzzle des jouets à disposition, du matériel pour bébé, des chauffe-biberons. Nous avons aussi la possibilité de l'intervention d'une professionnelle de la petite enfance si les parents souhaitent échanger sur les besoins des tout petits. Nous avons aussi un jardin à disposition où le père non hébergeant peut passer du temps avec l'enfant
à qui il rend visite. Pour nous, ces dispositifs ont évidemment des aspects bénéfiques. Pour les petits, on dirait simplement que maintenir des liens ou tisser des liens avec chacun des parents nous paraît primordial. Souvent, nous voyons des pères en colère qui ont été privés de ces premières fois, des premiers instants, de la première année de vie, et il est parfois difficile après, lorsque l'enfant rencontre plus tard des difficultés, de faire appel à ce père qui n'a pas pu construire sa coparentalité au plus tôt avec cet enfant. Je dirais que pour les enfants les plus grands, c'est aussi leur permettre et de comprendre qu'ils ont le droit d'aimer leurs deux parents. C'est aussi les accompagner pour se déculpabiliser sur l'idée souvent sur laquelle ils pensent qu'ils sont à l'origine de la séparation de leur enfant. C'est aussi leur redonner une place d'enfant. C'est aussi l'occasion pour les parents de comprendre ce que vivent leurs enfants, les besoins différents de leurs enfants en fonction de leur âge, leur maturité. L'importance aussi de la stabilité émotionnelle de ces moments de transition de vie pour leur permettre de grandir et se développer. Et je dirais, pour conclure, que ces rencontres avec les enfants permettent aussi de décentrer les parents qui considèrent souvent l'enfant comme l'enjeu du conflit et de permettre de percevoir leur enfant davantage comme un sujet à part entière avec des émotions et une singularité. Voilà, c'est peut-être plus simple pour moi que vous me posiez des questions. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, des choses qui peuvent être intéressantes au-delà de l'intervention particulière en médiation familiale. C'est un peu en termes de communication et de posture. Comment est-ce que vous y prenez notamment pour des enfants qui vont être enfants, qui vont pas être encore adolescents, même si c'est aussi valable pour eux quelque part. Comment est-ce que vous adaptez votre communication et les outils d'accompagnement finalement pour vraiment leur donner la parole, et en quoi c'est différent d'un entretien avec un adulte quelque part, et comment vous adaptez ça? D'accord. Alors pour les tout petits, on a plein d'outils qu'on utilise ici, que ce soit qu'on prête aux parents, des jeux. Il y a aussi ce qu'on appelle la météo des émotions, plein de petits jeux sur les émotions pour comprendre leurs émotions. On travaille aussi beaucoup, c'est vrai, lors de l'entretien avec les enfants un peu plus grands sur l'arbre généalogique pour qu'on voit ce qu'ils comprennent de la place et des rôles et du fonctionnement familial. Ça, c'est important. En ce qui concerne les tout petits, les plus petits, je trouve que il y a des moments où on reçoit la mère avec l'enfant, voilà. Donc parler, exprimer où elle en est ce qui se passe. Donc on l'accompagne sur ces moments de parole avec son enfant. Et pareil avec le père qui vient visiter l'enfant aussi. L'aider à exprimer aussi toutes ses émotions, de tout ce qui peut être difficile pour lui. Voilà, donc c'est plutôt un accompagnement des parents sur les mots. Il est évident aussi que la présence de la professionnelle de la petite enfance aussi permet parfois la mise en lien plus facile avec les tout petits pour ceux qui n'ont pas la faculté spontanément de parler aux tout petits. Pour les plus grands, donc effectivement, je pense que les livres et toute la météo des émotions, c'est quelque chose d'assez simple. Mais comme le travail est fait en amont, énormément avec les parents, on en parle beaucoup avec eux avant de recevoir les enfants. Et spontanément, finalement, ça se passe toujours plutôt très, très bien avec les enfants. Je pense qu'ils sont parfois plus lucides que les adultes. Ils arrivent à exprimer beaucoup de choses et je trouve ça très, très intéressant. Donc, c'est des entretiens assez longs, mais riche d'émotions. Et il y a une lettre que je pourrais vous lire si vous le souhaitez, d'une lettre qu'on lit aux parents, qui est toujours intéressante où on replace l'enfant et les difficultés qu'il peut rencontrer en médiation familiale. Je peux vous lire un petit passage si vous êtes d'accord? Oui, s'il vous plaît. C'est une lettre que les médiateurs utilisent assez souvent, les juges d'ailleurs aussi. Ça commence comme ça. « Cher papa, chère maman, n'oubliez jamais, je suis l'enfant de vous deux. Maintenant, vous ne vivez plus ensemble, mais j'ai besoin aussi bien de l'un que de l'autre. Ne me demandez pas si j'aime plus l'un ou l'autre. Je vous aime tous les deux, tout autant.
Ne critiquez donc pas l'autre parent devant moi, car cela me fait mal. Aidez-moi à maintenir le contact avec celui d'entre vous chez qui je ne suis plus. Conversez comme des adultes, mais conversez. Et ne m'utilisez pas comme messager entre vous, encore moins pour des messages qui rendront l'autre triste ou furieux. Ne soyez pas triste quand je vais chez l'autre. Celui que je quitte ne doit pas penser que je ne l'aime plus d'ici quelques jours. Je préférerais toujours être avec vous deux, mais je ne peux pas me couper en deux. Ne soyez ni étonnés ni fâchés quand je suis chez l'autre et que je ne donne pas de nouvelles. J'ai maintenant 2 maisons. Ne vous disputez pas devant moi. Soyez au moins aussi polis que vous le seriez avec d'autres personnes, comme vous l'exigez aussi de moi. Ne me racontez pas des choses que je ne peux pas comprendre ou encore comprendre. Discutez-en avec d'autres adultes, mais pas avec moi. Soyez aimables avec mes grands-parents. Ils m'aiment et je les aime. Ils veulent aussi être à mes côtés. Soyez optimistes. Relisez toutes ces demandes. Ne les utilisez pas pour faire des reproches à l'autre. Si vous ne faites pas cela, alors peut-être vous n'avez pas compris ce que je ressens et ce dont j'ai besoin pour me sentir heureux. Voilà. En fait, c'est une base où ça reprend tous les besoins exprimés des enfants en situation de séparation et qui est un outil qu'on utilise avec les parents et c'est assez, ça marche plutôt bien. Merci beaucoup, Marina. Donc, effectivement, on avait 3 exemples assez différents. Un exemple plus autour de l'outil, sur comment on faire participer, fait comprendre à l'enfant là où il se trouve, les enjeux de l'accompagnement qui est proposé globalement à sa famille. Une autre intervention ensuite qui était un peu sur cette vision à 360 degrés de comment est-ce que une équipe, un établissement peut prendre en compte la question de l'enfant, la question de l'enfance dans ce qu'elle réalise. Et enfin, ce 3e exemple-là qui est vraiment avec une expertise sur la question de la prise en compte de la parole de l'enfant. Et c'est en ça que c'était intéressant aussi d'avoir cet exemple-là sur comment vous associez ou réassociez l'enfant aux décisions qui sont prises dans le cadre de la médiation familiale. Donc là, on vous invite, il y a quelques questions qui sont remontées. On va arriver dans une séquence où on va vous reposer quelques questions en fonction de ce qui vient dans la salle et ce qui est prévu. Et ensuite, dans un second temps, mais vous pouvez déjà éventuellement commencer à y réfléchir, on vous propose éventuellement à vous qui êtes dans la salle, si vous voulez aussi partager de manière assez brève et assez courte une pratique particulière dans laquelle vous mettez en place quelque chose qui consiste à impliquer, à associer ou à recueillir la parole de l'enfant dans des espaces d'accompagnement qui sont à l'origine pas forcément pensés pour ça. Ça peut être intéressant et à ce moment-là, vous pouvez mettre dans votre petit mot juste une étoile. On saura comme ça qu'on peut éventuellement être amené à vous passer la parole pour que vous puissiez vous exprimer assez rapidement là-dessus. Mais en attendant, on va déjà commencer par reprendre les questions qui sont en train de poindre dans le chat. Est-ce que Maëlle, tu as une vision un peu des questions qui sont arrivées? Oui, alors je vais commencer par une question très concrète à Marina. Donc à la suite de la lecture de la lettre, on a plusieurs questions pour savoir si c'est quelque chose qui est partageable et si vous pourriez éventuellement donner la source. Voilà. Et une question aussi par rapport à ce que vous disiez sur la nécessité d'avoir l'accord des 2 parents pour organiser. Alors là, la question posée pour Puzzle, portée sur Puzzle, donc le dispositif qui est plus à destination des parents des jeunes enfants. Et vous avez bien expliqué que pour Puzzle Plus, effectivement, l'accord des 2 parents était effectivement indispensable. Est-ce que vous pouvez nous redonner des précisions pour Puzzle, donc à destination des jeunes enfants? Alors, je n'ai pas précisé, mais il y a des situations qu'on n'accueille pas, hein, effectivement, quand il y a de la violence conjugale, il y a des… Voilà. Au fond, l'adhésion des 2 parents est nécessaire. C'est-à-dire que c'est le principe même de la médiation familiale. Sans adhésion des 2 parents, on n'arrive à pas grand-chose. Les situations qu'on a reçues dans Puzzle, c'est souvent des situations… Bon, on est sur Paris, nous, et effectivement… Trouver quand les gens se séparent, trouver un 2e appartement pas très loin, c'est parfois compliqué. De trouver aussi un appartement pour pouvoir accueillir l'enfant, c'est aussi très compliqué. Donc, des jeunes couples, les mamans sont parfois d'accord pour pouvoir maintenir ces liens et au contraire, elles estiment que ces liens sont nécessaires avec le père.
effectivement, c'est plutôt le père qui n'a pas trop l'enfant en bas âge. Mais au fond, il n'y avait pas d'espace pour eux. Où est-ce qu'on pouvait discuter de ça sereinement? Où est-ce qu'on peut mettre en place une forme de calendrier progressif en fonction de l'âge, des mois de l'enfant? Alors, il existe des espaces rencontres, mais pour obtenir une place dans un espace rencontre, il faut saisir un juge. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, devant la demande de ces pères et de ces mères de pouvoir maintenir au plus tôt ces liens familiaux, il nous apparaît essentiel d'inventer ce processus un peu hybride. Donc, oui, ça peut être mis en place que avec l'accord des deux parents. On crée avec eux une forme de protocole d'accord, de rendez-vous réguliers avec l'un ou l'autre ou les deux, et des rendez-vous où le père ou le parent non hébergeant puisse voir à un moment régulier l'enfant. Alors, l'idée aussi, c'est que c'est un processus et un accompagnement court dans le temps. À un moment, il faudrait effectivement soit trouver d'autres relais, donc on travaille avec les relais, leurs ressources, les personnes, leurs familles autour qui pourraient faire ça un relais assez intéressant. C'est aussi travailler avec eux sur qu'est-ce qu'ils attendent de la justice. Au fond, s'ils ne trouvent pas aujourd'hui des solutions, est-ce que se retrouver dans un espace rencontre, c'est une solution pour un tout petit? Et qu'est-ce qu'ils souhaitent de leur parentalité, qui est encore en construction, et pour le futur? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais… Je pense que si. Merci beaucoup. Du coup, il y avait aussi quelques questions assez pratiques. Ah oui, non, il y a peut-être une dernière question, Marina, sur la formation de la personne professionnelle de la petite enfance dont vous parliez. Quel est son… Alors, on a la chance, nos bureaux sont basés dans le 10e, et au sein de notre établissement, il y a une crèche. Donc, en fait, on a la possibilité d'avoir tout le matériel d'une crèche. On a des jardins et on a un personnel de la crèche, une auxiliaire de puéricultrice qui, parfois, on s'arrange avec elle, on trouve des moments pour qu'elle puisse parler aux parents. Voilà, on fait des choses très concrètes en médiation. Par exemple, accompagner un père sur comment constituer. L'idée aussi, c'est rendre les gens autonomes et responsables. Quels sont, alors on discute avec la maman, quels sont les biberons, les doudous, le lait, le bidule. Voilà, l'idée aussi, c'est de responsabiliser le père qui constitue son propre sac. Donc, il y a des moments d'échange qui peuvent être faits entre la puéricultrice et le père en fonction de ce que la mère a pu noter d'important. Est-ce qu'il y a des rituels? Est-ce qu'il y a de la musique importante, etc., etc. Des fois, on parle même de lessive, voilà, parce que les vêtements voilà, ont une odeur et c'est assez intéressant. Voilà, donc on a la chance d'avoir quelqu'un de disponible pour nous et pour les parents. Merci beaucoup. Et du coup, c'est vrai que ça fait écho à des problématiques aussi qui pouvaient être soulevées, notamment par Chérifa, sur les questions de formation des professionnels et d'avoir les capacités aussi de mettre en place cet accompagnement avec des dispositions. Voilà, vous dites effectivement que vous avez des locaux qui sont partagés aussi avec ceux de la crèche et ça vous donne une opportunité de mutualisation qui est forcément assez intéressante. Peut-être au niveau d'Adalea et du CHRS Clara Zetkin. Alors, il y avait une question extrêmement concrète sur savoir si votre livret serait relié et se présenterait comme un livre. Et aussi sur le fait de savoir, est-ce que vous l'envisagez, parce que vous l'avez présenté comme un livret d'accueil, et du coup, de quelle manière vous l'envisagez dans la durée sur l'accompagnement? Alors, on a vu que vous envisagez le départ à un moment, mais est-ce que peut-être vous pouvez en redire un mot sur la place que vous comptez donner à ce livret dans le cadre de l'accompagnement? Alors, pour répondre sur la partie au niveau de la présentation, en tout cas du livret, effectivement, il sera relié en format paysage, en couverture cartonnée, avec comme un livre, vous savez, les petites spirales là, pour qu'il soit manipulable aussi assez facilement pour les enfants et que les pages, quand elles soient posées, les pages où il y a du dessin, ils puissent se poser facilement et voilà, qu'ils restent ouverts. Enfin, en tout cas, ça a été pensé pour que ce soit manipulable facilement et que l'enfant puisse dessiner très facilement dessus aussi. D'où la recherche de financement, j'ai envie de dire, pour avoir des impressions aussi de qualité. Parce qu'on ne voulait pas que ce soit juste un format papier qu'on imprime, qu'on plie. On voulait vraiment que ce soit quelque chose de solide pour l'enfant. Et concernant effectivement l'utilisation du livret, tout à fait, il sera utilisé tout au long de l'accompagnement. En tout cas, il a été pensé comme ça.
donner le jour de l'accueil pour déjà avoir cette première partie où il y a la présentation de l'enfant, où on vient présenter le lieu, que ça puisse être lu avec l'enfant. J'ai vu qu'il y avait une question, ça m'y fait penser aussi, de savoir si on aiderait les plus petits à écrire. Alors, effectivement, si des enfants veulent qu'on puisse écrire pour eux des choses, on peut le faire. Et c'est aussi pour ça que ça a été imaginé dans la possibilité d'y faire des dessins, que ce soit écriture ou dessin. Mais oui, si un enfant nous demande d'écrire des choses pour lui, bien évidemment que ce sera aussi possible. Ça, on verra aussi selon la demande de l'enfant. Et dans ce qu'on imaginait, en fait, c'était vraiment l'utiliser sur le temps d'accueil, l'utiliser sur le temps de départ, et dans l'entre-deux, que ce soit vraiment l'enfant qui choisisse aussi à un moment de revenir avec nous, revenir vers nous avec ce livret. Peut-être qu'on puisse retravailler les émotions, même si on demande à la fin et au début. Peut-être qu'à un moment, il puisse réutiliser ces petits renards pour venir nous dire comment il se sent. Enfin, voilà, après, l'idée, c'est qu'il lui appartient. Il rentrera avec lui, il rentrera chez lui avec son livret. Il ne restera pas dans le bureau avec nous. Enfin voilà, ce sera vraiment son objet que nous on accompagnera en tout cas à l'accueil et au départ. Et après, dans l'entre-deux, on verra aussi ce que les enfants nous proposent, et puis on verra aussi ce que la pratique et la mise en place de ce livret. Voilà, voir aussi comment les enfants l'investissent, et comment peut-être nous, au fur et à mesure de l'expérimentation de la mise en place du livret, on pourra aussi proposer d'autres temps au cours de l'accompagnement en tout cas. Hop, pardon, je vais couper le micro pour qu'il n'y ait pas trop d'écho. Du coup, effectivement, je pense qu'un certain nombre de ce que toutes les interventions se faisaient aussi beaucoup écho sur cette question d'être à hauteur d'enfant. Et j'ai aussi noté ce que vous disiez, Chérifa, sur notamment la question de la table qui n'était pas forcément à leur hauteur, ou de la chaise qui n'était pas forcément adaptée pour eux. Et je trouve ça assez parlant. Et je pense que la question aussi de penser l'outil du livret d'accueil, de telle manière à ce qu'il soit manipulable par l'enfant pour qu'il puisse bien dessiner dessus. Voilà, c'est des choses aussi où on voit que vraiment il y a cette importance de se mettre à la place de l'enfant, et alors en le faisant potentiellement aussi participer d'ailleurs, et c'est ce que vous disiez, Chérifa, sur la question des groupes de parole aussi que vous aviez pu organiser, qui ont pu faire émerger certaines thématiques que vous n'aviez pas forcément identifiées auparavant. Et donc, ça, je pense que c'est des choses qui se faisaient beaucoup écho dans l'ensemble de vos interventions. Adrien, est-ce que tu avais des questions supplémentaires ? Dans les questions qu'on pouvait envisager, c'est peut-être une question qui s'adresserait plus à des chefs de service. Autour de la table, là, vous êtes toutes des femmes, finalement, vu que Saïd n'a pas pu participer. Je voulais savoir si ces sujets d'accompagnement et autour de l'enfant, est-ce que vous voyez aussi les professionnels masculins aussi s'intéresser à ces sujets-là et développer des approches autour de ça, ou ça reste un peu quelque chose qui reste dans l'inconscient, un peu l'apanage des travailleurs sociaux féminins? Ça peut être aussi les professionnels qui s'expriment, mais les chefs de service peuvent aussi avoir une vision sur finalement comment les équipes expriment là-dessus. Alors, je ne sais pas si ma réponse est très, très pertinente, mais du coup, vu que je suis chef de service, je me lance. Mais concrètement, nous, on ne se pose pas cette question. On est une équipe de femmes aujourd'hui, comme disait Rachel, sur l'équipe éducative. Mais pour nous, c'est très important d'avoir des hommes dans l'équipe et au sein du collectif. D'où tout l'intérêt qu'on voit à avoir des animateurs veilleurs de nuit qui sont là aussi en journée, les week-ends, qui font des temps avec les femmes et les enfants. Ça permet aussi de redonner une image, dans le cas de nous, d'accueil de femmes et d'enfants qui ont pu être témoins ou victimes de violences. Ça permet de travailler aussi l'image de l'homme, et qui est très importante à travailler, qu'il n'y ait pas que des femmes dans l'accompagnement. Après, en tant que chef de service, alors on essaie de pas avoir un critère à favoriser une candidature homme ou femme, et pour nous, c'est pas l'apanage des femmes ou des hommes du tout, au contraire. En tout cas, pour nous, là, cette question est pas là-dedans. Mais c'est très important, en tout cas, on travaille avec une équipe mixte.
Et je pense qu'au-delà de représenter, en tout cas là, on soit que des femmes autour de la table et que sur cette question de l'enfance, je pense que ça reflète plus qu'est le travail social aujourd'hui, où effectivement il y a plus de femmes qui travaillent dans le social que d'hommes, mais je pense que la question de l'enfance, de l'accompagnement auprès de l'enfance, c'est une question qui est tout à fait mixte et qui pourrait être aussi portée par des hommes. Enfin, en tout cas, oui, Ton micro, Edwige. Pas doué, hein. Alors, moi, dans mon équipe, donc c'est une équipe mixte, hein, j'ai quand même 2 hommes. C'est bien, c'est vrai, quand il y a la mixité, c'est bien. Et par rapport justement à cette problématique, c'est les 2 hommes qui ont mis des choses en place autour de la parole de l'enfant, en fait. Donc, Saïd, qui est animateur de base, c'est lui qui a créé des groupes de parole. Et Pierre, qui est assistant social, a plutôt travaillé sur la fabrication d'objets comme une table de ping-pong et autres, avec un petit groupe d'enfants. Voilà. La référente du pôle parentalité, du projet parentalité, c'est une assistante sociale. Mais par contre, non, les 2 travailleurs sociaux masculins, 2 travailleurs sociaux, sont très, très, très intéressés. Et ouais. C'est une question que je ne m'étais pas posée, mais le fait de tout la poser, j'ai fait un petit. Voilà. Après, c'est une question vraiment qui se pose pour l'ensemble de l'équipe, hein. La place de l'enfant dans le centre d'hébergement d'urgence et le rôle du parent face à cet enfant qui est dans un collectif et puis face à des professionnels. Ouais, c'est vraiment une question qui se pose, qui garde les enfants, parfois on reçoit les parents pour leur dire, pour faire un rappel à règlement parce qu'ils ne l'ont pas respecté. C'est très très bien pour les professionnels de le faire devant les enfants parce que ça remet en cause aussi l'autorité parentale que l'enfant peut avoir sur l'enfant. Et puis là, c'est par exemple moi, la chef de service, quand je reçois des parents pour leur demander de respecter le règlement, parfois c'est un peu dur quand même quand il y a les enfants. Ça peut créer pour les parents adultes et responsables des enfants, l'enfant parfois il regarde la maman d'un air de dire mais c'est toi l'adulte là, parce que c'est toi qui as l'autorité sur moi, puis elle est en train de te dire faire attention, enfin il faut respecter le règlement parce qu'il peut avoir une sanction ou autre, quoi. Donc c'est un peu ouais. Enfin voilà. C'est pas une question que vous m'avez posée, mais je me permets de le rajouter. C'est intéressant et notamment dans le cadre justement de ces webinaires qui cherchent à s'intéresser véritablement aux pratiques professionnelles et au positionnement des travailleurs sociaux, justement. C'est cette question-là aussi qui est particulière, hein, celle de l'accueil de familles, d'enfants au sein de familles. Quel est le positionnement des travailleurs sociaux par rapport à ça? Et c'est vrai que la question est pas simple parce qu'effectivement, il y a cette notion que les parents conservent l'autorité parentale quand on est hors du cadre de la protection de l'enfance, même si dans la protection de l'enfance, l'autorité parentale peut bien entendu être maintenue aussi, mais en tout cas, se pose voilà, vraiment cette question de positionnement du professionnel par rapport à la fois aux parents pour lesquels il a une mission d'accompagnement qui est clairement définie, mais à l'enfant qui fait aussi partie de la famille en tant qu'unité familiale, mais aussi en tant qu'individu à part entière dans sa singularité, dans sa spécificité et avec des besoins qui sont particuliers et qui sont ceux d'un enfant et pour lesquels c'est important de savoir aussi les écouter et de savoir repérer aussi que ça va être différent que l'écoute et l'accompagnement qu'on va pouvoir donner à un adulte, quoi. Alors, il y avait aussi des questionnements sur les ressources dont peuvent avoir besoin les professionnels pour prendre en compte le développement de l'enfant.
Alors, on pourra peut-être pas répondre de manière exhaustive aujourd'hui, mais justement à ce sujet-là, est-ce que on arrive à peu près à la fin du temps qui était imparti à l'origine? Est-ce que Maëlle, tu peux nous dire éventuellement un peu plus d'éléments sur le guide que travaille la Fédé sur l'accompagnement des familles et qui donne une part importante à la question de l'accompagnement et de ce qui peut être fait autour de l'enfant? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de teasing entre guillemets sur ce qui va sortir bientôt dans ce cadre-là? Tout à fait. Alors, je vais être rapide, mais effectivement, donc ce que je vous disais en introduction, on a pu préparer dans le cadre du groupe de travail relatif à l'accompagnement des familles, on a élaboré un guide qui s'adresse principalement aux structures d'hébergement ou d'accompagnement vers le logement et qui cherche à la fois à donner des repères justement sur les questions qu'on vient d'évoquer par rapport au positionnement et aux capacités que peuvent avoir les différentes structures à accompagner les enfants. Parce qu'on a vu aussi qu'il y a des différences en termes de moyens à disposition. Hein. Les financements ne sont pas les mêmes, les formations des professionnels ne sont pas nécessairement les mêmes au sein des équipes. Et ça peut demander des adaptations justement en termes de formation pour justement pouvoir monter en compétence sur ces sujets de mieux connaître les droits de l'enfant, mieux analyser les besoins des enfants et les ressources aussi très matérielles et très pratiques dont vont disposer les structures pour mener à bien les projets d'adaptation qu'elles pourront repérer. Donc, ce guide, il se présente en 3 parties et on a notamment une partie, alors il y a une première partie un peu plus globale qui revient justement sur ces notions, une deuxième partie qui propose aux structures selon différents besoins qu'on a pu identifier, qui propose aux structures de mener un travail d'analyse un peu autour de leur capacité à répondre aux besoins des enfants et des familles. Donc, sur les sujets du besoin d'habitat, donc de logement ou d'hébergement, les besoins de scolarité que vont pouvoir présenter les enfants. Et ce guide, il essaie de présenter un certain nombre de ressources. Donc là, on a une première partie sur, pour chaque besoin, les structures sont invitées à s'interroger sur quels sont leurs moyens pour répondre à ces différents besoins. Et on a aussi une partie ressources qui va donner certains liens, certaines ressources justement pour pouvoir aller plus loin ou approfondir la réflexion à ce sujet. Et dans une troisième partie, ce guide, il cherche à proposer des fiches actions, des fiches, une espèce de boîte à outils qui va présenter différentes actions qu'il est possible de mettre en œuvre justement en réponse aux besoins qui auront pu être identifiés. Et sur le sujet, notamment, par exemple, on a présenté le livret mis en place par Adalea, qui a participé à ce groupe de travail. On a aussi présenté des actions autour de la mise en place de conseils des enfants ou de groupes de parole des enfants. Et donc ça, c'est un exemple parmi la vingtaine de fiches qui sont proposées au sein de ce guide. Et ce guide, il va être disponible dès la semaine prochaine sur le site de la Fédération. Donc, vous pourrez le retrouver. Si vous êtes abonné à la newsletter de la Fédération, vous recevrez aussi l'article qui sera en référence. Mais n'hésitez pas justement à vous référer au site où vous pourrez retrouver ce guide dont on espère qu'il pourra être le plus utile possible aux professionnels. Eh bien, merci beaucoup Maëlle de nous avoir présenté cet outil-là. On sera aussi justement intéressé d'avoir vos retours éventuels à vous participants sur ce guide-là, sur comment il fonctionne. Voilà, il a été fait par un groupe de travail qui l'a voulu le plus pratique possible et le plus fait pour que les traverseux puissent directement s'en saisir. Voilà, on va arriver à la fin de notre échange. Merci beaucoup. C'était une première pour nous. J'en profite juste aussi pour continuer sur un petit peu de réclame aussi sur le fait que prochainement, on va travailler un ensemble d'ateliers sur les questions de participation. Et à cette occasion-là, sur la semaine du 17 mai, il y aura différents ateliers sur les questions de participation qui peuvent éventuellement vous intéresser, mais il y aura notamment un atelier particulier sur la question de la participation des enfants que
que Maëlle, tu animeras aussi. Donc si voilà, on l'a senti un peu dans certains sujets poindre, mais cette question de la participation des enfants, elle est aussi importante sur finalement comment est-ce que collectivement on favorise leur expression et qu'est-ce qu'on fait de cette expression-là. Donc ça fera l'objet d'un atelier spécifique sur cette question de la participation. Voilà, d'ici voilà, petit 3 semaines maintenant. Donc voilà, éventuellement ça intéressera peut-être certains d'entre vous parmi vous. Et puis voilà, on est preneur par l'adresse du GAN intervention sociale de tout retour aussi sur comment ça a pu fonctionner. Je le rappelle aussi, ce webinaire est à l'initiative du groupe d'appui national travail social de la fédération. Et donc voilà, on espère que c'était une première entrée qui a pu correspondre à certaines attentes que vous aviez. L'idée, c'était de pouvoir rentrer un peu dans un sujet à travers tout ce que ça peut mettre en avant comme type de réalité et type de questionnement chez les professionnels. Bien sûr, on ne peut pas être exhaustif sur un sujet comme ça, mais nous, ce qui était important, c'était de faire ressortir un peu le ressenti et le vécu du réseau sur ces sujets-là et essayer d'illustrer finalement aujourd'hui comment le travail social au quotidien se vit. On espère que ça a répondu à cet objectif-là. Et puis voilà, donc à très bientôt. Il y en aura un prochain sur le mois de juin sur la question des particularités de l'accompagnement des personnes sous main de justice. Donc voilà, ce sera un autre sujet différent, mais qu'on abordera un peu de la même manière finalement sous l'angle de comment est-ce que c'est vécu par les professionnels aujourd'hui. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt probablement. Et merci encore d'avoir pris de votre temps pour venir partager, échanger, et notamment un grand merci aux intervenants et intervenantes surtout qui étaient parmi nous aujourd'hui. Hop. Eh bien, c'est bon? Oh. Je vous remercie. Très intéressant. Merci. Et puis, peut-être au 17, peut-être, enfin voilà. On va se retrouver bientôt. Au revoir. Au revoir.